Sans grande surprise, j'avais raison. Je me sens pas particulièrement fier de moi là tout de suite. Donc ouais, alors que Ambrosius veut piquer une source d'oricalque dans l'usine de la Cité d'Or, il y parvient en utilisant des trucs alchimiques, tout ça. Et en faisant ça, il a un peu déréglé tout le système, et comme le système est totalement déréglé à cause d'un truc qui va pas, la cité décide que merde, on va tout détruire. Voilà. Ok, hein. Vous savez, dans la première saison, c'était parce qu'elle a subi de très gros dégâts et ça l'a un peu forcé à s'engloutir dans l'océan. C'est ça qui a été fait, mais c'était pas vraiment une réaction automatique, simplement parce qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais là, un truc va pas, un truc qui est un petit peu déglingué, on fout tout à la porte. Et par ça, je veux dire, on va tout balancer dans la lave qu'il y a en dessous. Donc ouais, la montagne où ça se trouve, en fait, il y a un gros tas de lave en fusion en dessous, un bien boulonnant. Et apparemment, l'oricalque qui compose la Cité d'Or, hein, est un très bon isolant de la chaleur, puisqu'ils n'ont pas ressenti une seconde ça. Et donc ouais, quoi, c'est comme ça que la cité est détruite, ce qui laisse présager un léger pattern. Est-ce que ça va se produire dans chaque cité d'or qu'ils vont trouver? Enfin bon, il se barre dans une scène plutôt bien tendue sur une petite dizaine de minutes. À un moment donné, il y a Ambrosius et qui se prend de l'oricalque liquide en pleine gueule et ça lui fait pas grand chose, ça le fait tousser, ça dire il en a avalé un petit peu mais ça lui fait pas grand chose, ça fait bien marrer ça. Alors je sais que c'est du métal fictif, etc. Mais la notion de métal en fusion, vous connaissez pas. En général, du métal liquide, quel qu'il soit, c'est à une température insoutenable. Hein. Vous prenez ça en pleine gueule, vous crevez, hein, parce que c'est beaucoup trop chaud à supporter. Mais là, non, hein, c'est un métal magique. Hein. Lui, il est sous forme liquide naturellement, et on arrive à faire je sais pas trop quoi pour le rendre solide. Mais ouais, je sais pas, c'est pas trop comme ça que ça fonctionne la chimie, mais. Ok, hein, vous savez quoi, hein, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, vous faites bien ce que vous voulez. Hein, on peut transformer du liquide en solide, et ce, quelles que soient les conditions de température et de pression, évidemment. Hein, ça n'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc, alors qu'il se barre, il y a tout un passage que j'ai trouvé extraordinairement superflu avec Pichou. Mais c'était clairement pour souligner le fait que Ambrosius est maintenant devenu un méchant, hein, enfin, c'est toujours été un méchant, mais maintenant c'est un méchant qui s'en cache à peine, puisque déjà lorsqu'il prend son petit échantillon d'oricalque, il a un bon rire sardonique comme on les aime bien. Et donc lorsque Pichou est pris sous des décombres, il se dit non, n'y allez pas, et il se barre sans les enfants alors qu'eux sont partis sauver Pichou. Et si je dis que c'est superflu, c'est que c'est de la grosse connerie en termes de mise en scène, quoi. On en voit deux qui soulèvent des décombres pour que Tao puisse passer parce que c'est trop petit pour lui, afin qu'il ramasse Pichou. Seulement Pichou n'a rien, il peut très bien voler de lui-même. Et donc pourquoi il l'a pas fait? Parce que Pichou est tout petit, hein, je signale. Hein. C'est un tout petit oiseau, hein, donc il peut facilement passer par l'ouverture qu'il y a. Mais non, il y avait besoin d'agrandir cette ouverture pour que Tao passe afin de ramasser Pichou parce qu'il n'est pas foutu de se sauver lui-même. C'est n'importe quoi dans la mise en scène, c'est de la connerie. Voilà, donc si c'était pour faire ça, c'était complètement con. Je le dis tout de suite, hein, c'était juste pour dire ah maintenant Ambrosius c'est un salaud qui pense plus du tout aux autres, voilà. Ben, on clarifie bien les choses pour vous. Hein. Voilà, donc ça donne une excuse forcée pour qu'Ambrosius parte seul dans son coin. Et je sais pas exactement comment il a réussi à se barrer par rapport à ce qu'on verra dans pas très longtemps, puisque bon. Maintenant que nos trois enfants sont seuls sans Ambrosius, ils se barrent un petit peu en reprenant le chemin inverse de celui qu'ils ont pris. Et la dernière étape, c'est le dragon d'or, le grand dragon, qui leur a permis de monter jusqu'à l'entrée. Et donc voilà, Ambrosius, apparemment, ne l'a pas pris. Sinon, le dragon d'or, il serait plus là. Hein, on est bien d'accord. D'ailleurs, Ambrosius n'aurait pas pu le prendre, puisqu'il y a besoin des porteurs des médaillons pour l'activer, je pense. Donc, comment il a fait?
On n'explique pas ça, hein, on le voit plus tard, qui repart vers sa nef, mais sinon, aucune idée de comment il a fait. Ok, très bien. Donc, ouais, hein, pas d'explication pour ça, évidemment, évidemment. Et donc, ouais, le dragon permet de les faire descendre avant d'être à nouveau engloutis sous l'eau. Donc, c'était et ça la grande signification de ce truc qu'on voit dans le générique à chaque fois. C'était juste un demi-ascenseur pour les cités d'or, en fait. Qu'on a vu à peine 3-4 minutes au total. Waouh! Super! C'était génial, c'était génial. Merci pour ta participation, mec. Ouais. Donc il aurait pu tout aussi bien ne pas être là et que l'entrée soit pas en hauteur et ça aurait été pareil, quoi. Hein, c'est un peu de la connerie. Donc, nos enfants se barrent de là et sont sauvés d'un truc un petit peu forcé qui a une chance de les tuer par Xian Li, hein, donc le moine Shaolin qui n'est pas mort évidemment. À nouveau j'imaginais mal c'est de la mourir surtout pour le chien parce que voilà un animal mignon, on va pas le faire mourir, hein, c'est une série pour enfants tout ça. Donc voilà ils sont pas morts évidemment. Mais ils n'ont pas trop fait gaffe qu'en fait Ambrosius a voulu totalement les tuer, même si Xianli a des doutes. Donc, ouais, j'adore le fait qu'ils essayent à nous encore de garder un micro-suspense, alors qu'Ambrosius est, depuis le début de l'épisode, complètement, ouvertement un connard, hein, presque. Donc, c'est... Ouais. Pendant ce temps-là, Mendoza rencontre le type qui a donné rendez-vous pour lui rendre la pyramide de Mu. Il s'avère que c'est Diz de Kingdom Hearts. T'as trop rappelé ça la première fois que je l'ai vu. Non, il s'agit en fait du père d'Esteban, qui a donc survécu à ce qui lui est arrivé à la fin de la saison 1, parce qu'on a bien confirmation hein, que c'était lui, etc. Voilà, il parle de vapeurs toxiques qui l'ont un peu contaminé, donc c'est pour ça qu'apparemment il porte cette espèce de bandage bizarre qui fait que son visage est pas visible. Et ouais, quoi, des vapeurs toxiques qui font fondre le métal, mais toi qui te brûle juste la peau ou des conneries comme ça, ouais, j'y crois, vraiment, j'y crois. Je le pensais direct dès que j'ai vu la fin de la saison 1 que si il tenait à faire revenir le père d'Esteban, ce serait de la connerie parce que c'était clairement évident dans la mise en scène, la façon dont c'était montré à la fin de la saison 1 qu'il était mort. Je veux dire quoi, il est juste à côté d'un truc dont la chaleur fait fondre le métal, il est encore plus près que son masque de métal et pourtant il a survécu, évidemment, évidemment. Hein. La grosse connerie, bien forcée ça. Donc ouais, il a besoin de la pyramide de Mu pour un truc, je sais pas s'il l'explique particulièrement, mais il, il assemble cette pyramide avec son puzzle du millénium, une espèce d'objet quoi qui en or ou en aurical que j'imagine, et quand il le met dessus, ça fait une réaction, je sais pas quoi. J'imagine qu'on aura plus d'explications par rapport à ça. Et donc, y a Sancho et Pedro qui disent ah c'est super, Esteban pourrait être réuni à nouveau avec son père, tandis qu'on le montre avoir vaguement, entre guillemets, une expression qui dit ah ça va peut-être pas être aussi simple que ça, pour une raison qui m'échappe. Pendant ce temps-là, donc il y a Ambrosius qui rejoint sa nef, qui boit une potion pour le guérir de l'oricalque qu'il a avalé parce qu'il a ce genre de truc apparemment et donc alors que son vaisseau est un peu pris dans la glace il utilise un exosquelette assez imposant pour détruire tout ça et au cas où on l'ait toujours pas remarqué à ce moment-là à la toute fin alors qu'il se rend compte que Mendoza lui a piqué sa pyramide de Mu et il enfile son costume de Zarès pour le pourchasser et honnêtement je peux pas dire que il y avait beaucoup d'autres possibilités pour que ce soit crédible, pour que ça ait un quelconque impact en dehors de celle-ci. Hein. Faut dire ce qu'il est. J'aurais sincèrement préféré qu'il soit un peu plus subtil dans cet épisode de révélation, plutôt que d'avoir ces gros rires sardoniques, ces expressions exagérées.
Ça, c'est clair. Mais ça, je suis sûr que si on est enfant, ça fait son petit effet. Et ouais, je voyais personne d'autre dans l'absolu pour que ça ait un quelconque impact en dehors de lui. Cela étant, je maintiens que c'est un peu de la triche de faire en sorte que l'apparence de Zarès et que celle du père d'Esteban soit très similaire comme ça, histoire d'induire en erreur de façon super artificielle. Après, je reconnais que si on voit ça comme ça, tout est tout à fait logique, hein. Beaucoup de choses sont cohérentes à ce niveau-là, donc je peux pas leur enlever ça. Il y a une cohérence, c'est juste que ça repose sur le fait que, comme par hasard, le père d'Esteban, il a un costume qui est très semblable à celui de Zarès. Pour bien nous induire en erreur, hein, c'est bien ça. Et je comprends pas pourquoi il avait absolument besoin de porter un costume, pourquoi il pouvait pas se balader avec sa face cachée. Étant donné que, oui, y a pas trop moyen de le reconnaître, hein. Avec des bandages comme ça, je pense que personne ne le reconnaîtrait, quoi. Donc, voilà, c'était artificiel pour moi et c'est ça qui gêne un peu cette révélation parce que on a fait en sorte que tout ça marche à cause d'une coïncidence artificielle. Et c'est un peu dérangeant pour moi. Cela étant, c'était cool. C'était un épisode pas trop mal. Hein, si, bien entendu, on part du principe que on le voit venir, c'est le petit problème, mais même en le voyant venir, c'est mis en scène de façon tout à fait acceptable. Hein, on montre bien les enjeux, il y a un côté dramatique assez fort là-dedans. Je suis un petit peu frustré qu'on ait cette sale tendance à détruire les cités d'or juste après les avoir découvertes. Ça va être comme ça à chaque fois apparemment. Et au passage, est-ce qu'il compte accélérer le mouvement pour les saisons futures? Parce que je signale qu'il reste 5 cités à trouver. Et on parle d'un délire comme quoi il faut unir les 7 temples. Et c'est pas en les gardant bien entendu intacts, c'est en les découvrant tous les 7. Ça créera un espèce de truc magico-technologico truc-muche, j'imagine. Comme ça a été dit dans l'épisode précédent. Donc, ouais, si la saison 4, comme ce que j'ai lu, va essayer d'apporter une conclusion finale, ils vont devoir se manier un peu le train pour les découvrir, leur cité d'or, hein. Je dis ça comme ça, hein, je sais pas, on verra bien. Quoi qu'il en soit, j'espère que la confrontation finale entre notre méchant et nos héros sera satisfaisante, tout ce que j'espère. J'aurais préféré qu'il soit plus subtil, c'est évident. Mais ça passe à peu près. Ça passe à peu près. Ça va à peu près à ce niveau-là. Et globalement, en termes de mise en scène, de tension, c'était un épisode pas mal. Voilà. On verra un peu ce qui se passe pour le final de cette saison. À bientôt pour l'épisode 26. Bye.